où ils se rendaient, le pays où ils allaient aux Amériques, ce pays-là dépendait de ceux-là qui les avaient achetés. Je vous donne un exemple très simple. Considérons une famille de 4 personnes. Une famille de 4 membres, je veux dire le papa, la maman et les 2 enfants. Si le papa est acheté par un marchand d'esclaves qui va aux États-Unis, ça veut dire que le papa aussi va aller aux États-Unis. Si la maman est achetée par un marchand d'esclaves qui va au Brésil, ça veut dire que la maman aussi va aller au Brésil. L'un des enfants est acheté par un marchand d'esclaves qui va en Argentine. Ça veut dire que cet enfant-là va aller en Argentine et l'autre enfant pouvait se retrouver à Cuba. Alors vous voyez que les familles étaient complètement dispersées. Et à l'époque, les esclaves, quand ils quittaient l'île de Gorée, quand ils partaient de Gorée, on effaçait leur nom. À la place de leur nom, on mettait des numéros. Je vous donne un exemple. Vous vous appelez comment, monsieur? Khalilou? Alioune Diana. Voici monsieur Diana, par exemple, il est esclave. Je vais effacer son nom, je vais mettre un numéro à la place du nom. Au lieu de Alioune Diana, je passe Alioune Diana. Je mets 320, 450, 1200, 36, 21, 17, 49, etc. Chaque esclave avait un numéro à la place du nom. C'est avec ces numéros-là qu'ils étaient mis dans les bateaux et transportés vers les Amériques. Une fois qu'ils arrivaient là-bas aux Amériques, on leur donnait les noms de leurs maîtres. Ils portaient les noms de ceux-là qui les avaient achetés pour les utiliser dans les plantations. Alors, aux États-Unis, par exemple, les esclaves avaient des noms anglais. Pourquoi des noms anglais? Parce que leurs patrons étaient des Anglais. Au Brésil, pour les mêmes raisons, les esclaves avaient des noms portugais. À Cuba, les esclaves avaient des noms espagnols. Aux Antilles françaises, les esclaves avaient des noms français. Voilà, donc je répète, pour que ce soit clair, aux États-Unis, les esclaves avaient des noms anglais. Au Brésil, ils avaient des noms portugais. À Cuba, c'était des noms espagnols. Aux Antilles françaises, les esclaves avaient des noms français. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, les descendants d'esclaves, ce sont ceux-là dont les ancêtres étaient des esclaves et qui se retrouvent de l'autre côté de l'océan Atlantique. Les noms qu'ils portent aujourd'hui ne sont pas leurs noms d'origine africaine. Ce sont des noms qu'ils ont hérités de leurs ancêtres et que leurs ancêtres avaient eux-mêmes empruntés à leurs maîtres blancs à l'époque où ils étaient des esclaves. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Oui. Très bien. Alors dans cette maison, les esclaves étaient toujours séparés de chambres, selon qu'ils étaient hommes, femmes ou enfants. Ça veut dire qu'on ne mélangeait pas tous les esclaves dans la même chambre. Non. On mettait les hommes à part, les femmes à part, les enfants à part, les adultes à part. Alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me lire cette plaque-là? C'est marqué homme. C'est marqué homme. Est-ce que vous pouvez me lire cette plaque-là? C'est marqué homme. Marqué homme aussi. Ça veut dire que les chambres que vous avez là, ainsi que celles qui sont là, elles étaient réservées aux hommes. Dans chacune de ces chambres pour hommes, qui mesure 2,60 m sur 2,60 m, on mettait 15 à 20 esclaves. Je répète que dans chacune des chambres pour hommes, qui mesure 2,60 m sur 2,60 m, on mettait 15 à 20 esclaves. Les esclaves étaient presque nus. Ils n'avaient presque pas de vêtements. Ils étaient assis au sol. Ils étaient adossés au mur. Ils étaient enchaînés au cou et au bras. Assis au sol, dos contre le mur, enchaînés là et là. Et les esclaves n'étaient libérés qu'une seule fois par jour pour leur permettre d'aller aux toilettes au bord de la mer. Quand ils allaient aux toilettes, on leur attachait aux pieds une chaîne transversale. Et au milieu de cette chaîne-là, se trouvait attachée une grosse boule en fer. La boule, elle était très lourde, elle pesait 10 kg 300. Elle était attachée au milieu de la chaîne que l'esclave avait au pied, et l'esclave était obligé de la traîner comme ça quand il allait aux toilettes au bord de la mer. C'est pour l'empêcher de fuir, c'est pour l'empêcher de s'enfuir, c'est pour l'empêcher de s'échapper. Avec cette boule-là, parce qu'elle était très lourde, l'esclave ne pouvait pas s'échapper. Chers élèves, dites-moi, une seule libération par jour pour aller aux toilettes, est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'était pas suffisant. Donc il leur arrivait parfois d'être obligés de faire leur toilette dans leur chambre. Par exemple, s'ils avaient envie de faire pipi et qu'ils n'étaient pas libérés, ils faisaient pipi dans leur chambre. S'ils avaient envie d'autre chose et qu'ils n'étaient pas libérés, ils le faisaient aussi dans leur chambre. S'ils étaient gravement malades et qu'ils avaient envie de vomir et qu'ils n'étaient pas libérés, ils vomissaient dans les chambres. S'il pleuvait beaucoup, l'eau de pluie entrait dans les chambres. Alors vous devinez qu'il faisait très sale dans cette maison. Tout le monde sait que vivre dans la saleté, ce n'est pas bien, parce que cela peut provoquer des maladies. Justement, c'est pour cette raison qu'il y a eu une épidémie de peste. Une épidémie. Vous savez très bien
qu'une épidémie, c'est une maladie qui attrape plusieurs personnes en même temps. Donc la première épidémie de peste qui a tué beaucoup de personnes sur l'île de Gorée, cette première épidémie avait commencé dans cette maison-là à cause de la saleté dans laquelle vivaient les esclaves. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours éviter la saleté, c'est pas bon, ça peut rendre malade. Cette épidémie est survenue sur l'île de Gorée en 1779. Vous voyez que cela fait très longtemps. Hein? 1779, c'est à cette date-là que l'épidémie a commencé dans cette maison. Elle s'est propagée sur l'île de Gorée pour tuer beaucoup de personnes. Alors, chers élèves, je vous l'ai dit, je le répète, les chambres que vous avez là à ma gauche et à ma droite étaient réservées aux hommes. Après les cellules des hommes, si vous passez par là, parce que je vous ai dit qu'après les explications, vous aurez le temps de regarder les différentes chambres. Si vous passez par là, la première chambre que vous allez voir à votre gauche, c'est la chambre des enfants. Je répète, vous passez par là, la première chambre sous la véranda à gauche, vous verrez une plaque noire comme celle-là sur laquelle on a écrit enfants. Est-ce que vous savez pourquoi on prenait les enfants? Non. On les prenait pour deux raisons. Les enfants, parce qu'on les faisait travailler. Il y avait des travaux qui étaient réservés aux enfants et que les enfants faisaient bien. Par exemple, la récolte du coton. Ce travail-là, les enfants le faisaient bien. La cueillette des fruits. Ce travail-là, les enfants le faisaient bien. Le transport des bagages. Ce travail-là, les enfants le faisaient bien. Les travaux de tri. Madame Liguyutan, quand il est question de trier les mauvaises graines. Ce travail-là aussi, les enfants le faisaient bien, etc. La deuxième raison pour laquelle on attrapait les enfants, c'est parce que les enfants que l'on prenait, c'était des enfants dont les parents étaient costauds. Parce qu'on pense que quand ils seront adultes, ils seront aussi costauds que leurs parents et ils seront de très bons esclaves, capables de beaucoup travailler dans les plantations et dans les mines. Voilà. C'est donc les deux raisons pour lesquelles on attrapait les enfants. Après la chambre des enfants, vous continuez votre promenade pour voir la chambre des jeunes filles. Alors, les jeunes filles, parfois, on pouvait voir dans cette maison une jeune fille esclave qui avait un enfant avec un patron blanc. Cet enfant-là, il serait un métis, n'est-ce pas? Parce que sa mère est noire et son père est noir. Cet enfant métis, si c'est une fille, quand elle sera grande, on va l'appeler signard. Vous avez entendu parler des signards? Oui. Les signards, c'était ces femmes métisses, dont les mamans étaient des esclaves et les papas des Européens. Ces femmes métisses-là, on les appelait les signards. Voilà. Après la chambre des jeunes filles, vous continuez votre promenade pour voir la chambre qui suit, devant laquelle on a écrit « inapte temporaire ». Je vous explique. Pour être un bon esclave, il fallait être costaud. Les esclaves, à l'époque, on les pesait. On pesait les esclaves, ça veut dire qu'on mesurait leur poids pour savoir de combien ils étaient lourds. On les pesait. Pour être un bon esclave, il fallait peser au moins 60 kg. Si vous pesez 60 kg, vous êtes un bon esclave. Si vous pesez plus de 60 kg, vous êtes un très bon esclave. Mais, si vous pesez moins de 60 kg, ça veut dire que vous êtes physiquement faible, vous n'avez pas assez de force et donc vous n'êtes pas apte. Si vous n'êtes pas apte, on va dire que vous êtes inapte. Dans ce cas, on vous mettait dans la chambre des inaptes pour vous engraisser. Vous engraisser, cela veut dire qu'on vous donnait beaucoup à manger. Si vous aviez faim, on vous donnait à manger. Si vous n'aviez pas faim, on vous donnait à manger. Que vous ayez faim ou pas, on vous donnait à manger. Et donc vous mangez tout le temps pour être fort, pour être costaud, pour être fort. Voilà. Après cela, chers élèves, regardez les deux escaliers. Est-ce que vous les avez vus, ces deux escaliers-là? Oui. Alors, sous les deux escaliers se trouvent deux petites chambres qui étaient réservées aux récalcitrants. Les récalcitrants, ça veut dire les esclaves qui étaient têtus. Les esclaves qui refusaient d'obéir, on les attrapait, on les mettait sous les escaliers pour les punir. Ce sont les chambres de punition que vous avez sous les deux escaliers. Voilà. Alors, il ne fallait pas être têtu, il fallait être sage et obéissant. Si vous étiez têtu, on vous mettait sous les escaliers pour vous punir. Après cela, chers élèves, regardez l'étage. Est-ce que vous avez vu l'étage? Oui. Alors c'est là où habitaient les Européens marchands d'esclaves. Les Européens qui venaient en Afrique pour acheter les esclaves, c'était eux qui habitaient l'étage, alors qu'en bas, c'était uniquement réservé aux esclaves. Après cela, chers élèves, vous allez marcher tout droit dans ce couloir-là pour aller voir la porte qui sort sur la mer. Cette porte qui sort sur la mer, on l'appelle ici la porte du voyage sans retour. On l'appelle la porte du voyage sans retour, pourquoi? Parce qu'une fois que les esclaves étaient sortis par cette porte, ils étaient mis dans les bateaux, ils étaient transportés vers les Amériques, d'où ils ne revenaient plus jamais. C'est pour cela qu'on l'appelle la porte du voyage sans retour. Chaque fois que l'on faisait monter les esclaves sur les bateaux, certains d'entre eux essayaient de s'échapper. Oui, les esclaves plongeaient pour essayer de s'échapper par la nage. Malheureusement,
de cette porte-là, jamais un seul esclave n'avait réussi à s'échapper. Jamais. Chaque fois qu'un esclave avait plongé pour tenter de s'échapper, il était fusillé par les gardiens. S'il n'était pas fusillé par les gardiens, alors il était systématiquement mangé par les requins. Est-ce que vous savez pourquoi il y avait des requins ici dans la mer? Vous savez pourquoi? Ben regardez, l'esclave qui avait plongé pour essayer de s'échapper par la nage, s'il était fusillé, son sang coulait. Ce sang-là attirait les requins. S'il était mort parce qu'il était fusillé, son corps attirait les requins. Et il se trouve qu'à l'époque également, les esclaves n'avaient pas le droit de tomber malades. Puisqu'il y avait une épidémie de peste en 1779, si un esclave tombait malade et qu'on le laissait dans la chambre, il pouvait contaminer les autres et cela pouvait provoquer une épidémie. Donc pour éviter les épidémies, chaque fois qu'un esclave était tombé malade, on le sortait tout doucement et on le jetait dans la mer. Cela aussi attirait les requins, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de requins autour de l'île de Gorée. Voilà, il ne fallait pas tomber malade. Si en tant qu'esclave vous tombiez malade systématiquement, on vous jetait dans la mer. Voilà. Alors, chers élèves, est-ce qu'il y a des élèves malades parmi vous? Bon, s'il y a des élèves malades parmi vous, à la fin du cours, vous me les amenez. J'ai un médicament très efficace que j'ai gardé là-bas à la porte du voyage. Voilà. Alors, rendez-vous ici avec les élèves malades, d'accord? Alors, est-ce que vous connaissez le pape Jean-Paul II? Est-ce que vous connaissez le pape Benoît XVI? Bon, écoutez, le pape Jean-Paul II, écoutez, le pape Jean-Paul II, ça y est? Oui, ça y est, merci beaucoup. Ok, laissez passer. Allez. Alors, le Merci pape beaucoup. Jean-Paul II, allez-y. On a retard là. Merci Le beaucoup. pape Jean-Paul II, c'était le plus grand pape. C'est mieux parce que on vous attend. Bon, merci beaucoup. Merci. Ouais, parce qu'on a un retard là. 2 heures, 0 minutes.